À l'intérieur de la chaleur rouillée du café du Rocher-Aigle, les jointures de Camille Plume de Feu blanchirent autour de la cafetière lorsqu'un cri de douleur, aigu et désespéré, fendit l'air glacé de l'hiver. Elle se retourna d'un geste sec, ses longs cheveux noirs fouettant l'air, pour apercevoir une silhouette massive en blouson de cuir qui dominait quelque chose là-bas, sur le parking gelé. Un second hurlement, plus faible, plus suppliant. Camille n'hésita pas. Elle laissa tomber la cafetière, le café éclaboussant le comptoir usé, puis bondit à l'extérieur, traversant le froid mordant de l'hiver arizonien. Le motard, un colosse au dos, recouvert de symboles de mort et d'insignes, cousu sur sa veste en cuir, armait son pied pour frapper à nouveau. Là, recroquevillé contre la benne à ordures du café, un chien tremblant, un berger allemand à la fourrure sale et aux yeux ambrés, la fixait, tétanisé par la terreur. « Arrêtez !» hurla Camille, se plaçant instinctivement entre l'homme et l'animal. Le visage buriné du motard exprima d'abord la surprise, puis la colère, une colère sourde, animale. Le chien gémit, pris au piège entre deux humains. Dans la petite ville de Belle-Roche, le temps sembla se figer. Une jeune femme de 20 ans, issue du peuple d'inné, faisait face à un homme 2 fois plus grand qu'elle, dont les yeux étaient aussi froids que les nuits désertiques. Laissez un j'aime et dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires avec le nom de la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Les mains de Camille tremblaient alors qu'elle essuyait pour la 3e fois le comptoir usé du café du Rocher-Aigle ce matin-là. Le silence régnait, troublé seulement par la musique country lointaine crachotant à travers la radio ancienne et le vent hurlant qui battait les fenêtres du bâtiment. Dehors, le désert arizonien s'étendait vaste et inhospitalier, recouvert d'un voile de givre rare qui transformait chaque rocher, chaque buisson desséché en sculpture fantomatique. Le café, transmis depuis 3 générations dans sa famille, était situé à l'unique carrefour de Belle-Roche, une bourgade dont l'agonie semblait inéluctable. Les emplois s'étaient volatilisés, les commerces fermaient un à un et les rêves partaient chercher fortune ailleurs. À 20 ans, Camille portait sur ses épaules fines plus de responsabilités que bien des adultes. Des manuels de médecine vétérinaire s'empilaient derrière la caisse, usés par les nuits blanches, à réviser entre 2 services ou de comptes à équilibrer. Ses traits trahissaient son héritage. Pommettes hautes, bijoux en turquoise offerts par son grand-père, des pièces simples mais qui, certains jours, lui servaient d'armure. Elle lui rappelait qui elle était, d'où elle venait. Les murs du café affichaient des photos délavées de 3 générations de Plume de Feu. Tous posaient fièrement devant ce même bâtiment. Camille s'attardait souvent sur le visage figé de son père, en uniforme militaire et immortalisé avant son départ, et son absence définitive. La voix de son grand-père, Auguste, résonnait souvent dans son esprit. « Juge les actes, pas les apparences, c'est ainsi qu'on vit chez nous. » La rue principale de Belle-Roche était pratiquement déserte. Le magasin de bricolage avait fermé au printemps. L'ancienne usine, à la sortie de la ville, se dressait vide, ses fenêtres ressemblant à des orbites creuses, observant la lente disparition de la communauté. Tout le comté était enlisé dans une bataille juridique autour des droits de foncier. Des promoteurs rêvaient de construire un complexe touristique, tandis que les familles d'Inèche défendaient leurs terres ancestrales. Le café du Rocher-Aigle faisait partie des rares endroits où les 2 camps se croisaient encore, même si la tension montait derrière les sourires forcés. Camille jeta un œil aux factures médicales glissées sous la caisse. Les tampons rouges, dernier avis, semblaient hurler à travers le papier mince. Elle n'avait encore parlé à personne du diagnostic, de la maladie auto-immune qui expliquait sa fatigue, ses douleurs aux articulations qu'elle avait d'abord prises pour les conséquences de ses longues journées debout. Mais elle ne pouvait pas se permettre d'être malade. Pas avec son grand-père qui comptait sur elle, pas avec le café qui menaçait de sombrer. La clochette au-dessus de la porte tinta, l'attirant de ses pensées. Camille releva la tête, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Elle se prépara à accueillir celui ou celle qui aurait osé braver le froid pour un café chaud et une part de tarte maison. C'était Madame Bertrand, la bibliothécaire du coin, emmitouflée dans un manteau élimé. Camille lui servit une tasse sans attendre qu'elle la demande, son geste précis, mécanique, chaleureux. La matinée s'écoula au rythme lent habituel. Quelques routiers pour le petit déjeuner, un couple de retraités silencieux devant leurs pancakes, quelques habitants pressés qui prenaient leur café à emporter. Camille remplissait un distributeur de sucre quand le vrombissement grave d'une moto coupa net le calme ambiant. Le bruit se rapprocha, puis s'éteignit brusquement juste devant la vitrine embuée.
À travers la buée givrée, elle aperçut une moto massive, brillante sous le soleil froid, et un homme immense, vêtu de cuir, descendre avec une aisance inattendue. Madame Bertrand se figea, le couple échangea un regard inquiet. Camille sentit l'atmosphère changer, une retenue pesante s'installer, comme un orage prêt à éclater. L'homme resta un instant dehors, tournant le dos au café. Il semblait parler à quelque chose près de la benne. Camille plissa les yeux, tentant de distinguer ce qui attirait son attention. C'est là qu'elle le vit. Un berger allemand amaigri, sale, recroquevillé contre le métal. Sa fourrure était emmêlée, l'une de ses oreilles déchirée, et son regard parlait d'abandon, de coups, de peur. Le motard s'avança. Camille, oubliant la cafetière dans sa main, laissa tomber l'ustensile. Elle le vit tendre la main, puis, quand le chien grogna et se tassa davantage, son pied se leva, le coup partit. Le chien hurla. Ce cri traversa Camille comme une lame. Sans réfléchir, elle poussa la porte et hurla. « Laissez-le tranquille !» Le motard se retourna lentement. Son visage tanné, strié de rides, portait une barbe grise. Des écussons recouvraient sa veste de cuir, des crânes, des ailes, des symboles que Camille ne connaissait pas, mais dont elle comprenait le message. Danger. Ses yeux, d'un bleu pâle glacial, se plissèrent. « Mêle-toi de tes affaires, et gamine !» Mais Camille ne bougea pas. Elle se plaça devant le chien, le cœur battant à tout rompre. « Vous êtes sur ma propriété, et faire du mal à un animal, ça me concerne. » Le regard du géant se durcit. « Ce clébard a essayé de me mordre. »« Il a peur ?» répondit Camille, en jetant un coup d'œil au chien qui, à présent, gémissait derrière elle. De plus près, elle remarqua les cicatrices anciennes sur son museau et un collier à moitié dissimulé dans sa fourrure de style militaire. Il a été maltraité. Regardez-le. Le motard jeta un œil à l'animal. Une lueur indéchiffrable passa dans ses yeux. C'est pas mon problème. Je voulais juste entrer sans me faire bouffer la main. La porte du café s'ouvrit de nouveau. Camille sentit plusieurs clients observer la scène. Cette présence lui donna du courage. Si vous voulez manger, vous êtes le bienvenu. Mais vous laissez ce chien tranquille. Un silence tendu s'installa. Le géant semblait évaluer la situation. Puis enfin, il haussa les épaules. « Comme tu veux, garde ta foutue bête loin des clients. » Tandis qu'il entrait, Camille s'agenouilla près du chien. Il tremblait encore, mais ne fuyait pas. Ses yeux l'observaient, méfiants, intelligents. Elle murmura doucement « Ça va aller ? Je suis là. » Elle repéra une médaille pendante sous le collier. Elle lut à voix basse « Max ? Tu t'appelles Max ?» Un bruit de moteur lointain s'approcha. Camille reconnut immédiatement le ronronnement du 4x4 du shérif. Son estomac se serra. La voiture du shérif se gara à côté de la moto, soulevant un nuage de poussière mêlée de givre. Camille sentit ses entrailles se nouer en voyant le logo du comté sur la portière. Le shérif Lionel Dupré descendit lentement, remettant en place son chapeau contre le soleil bas d'hiver. À ses côtés, la jeune adjointe Clara Menet, au regard franc, suivait de près. Camille se redressa, se plaçant instinctivement entre Max et les forces de l'ordre. « Bonjour Camille » dit Dupré d'un ton traînant, ses yeux balayant la scène, du chien blessé à la porte du café. On a reçu un appel signalant une altercation. « Cette moto là-bas, elle est à lui ?» Il désigna le bolide de l'homme que Camille venait de repousser. « Il n'y a eu aucun problème » répondit-elle d'une voix calme mais ferme. « Un client venu prendre un café. Rien d'illégal. » Dupré pinça les lèvres. Son regard revint vers Max. « Ce chien est à toi ?»« Oui. » Un simple mot. Un mensonge immédiat, mais nécessaire. Elle ne pouvait pas risquer que Max soit capturé et comme simple errant. C'est étonnant. Je ne savais pas que la petite fille d'Auguste Plume de Feu avait un chien militaire. Il avait mis l'accent sur chaque syllabe, plantant ses yeux dans les siens. Camille soutint son regard, silencieuse. La porte du café s'ouvrit. Le biker, un mug en main, apparut dans l'encadrement. Son regard glacial se posa sur le shérif. Il but une gorgée avant de parler d'une voix grave et traînante. « Y a un souci, flic ?» Dupré s'avança légèrement, ses doigts effleurant l'arme à sa ceinture. « Juste une vérification, vous êtes bien Daryl Bones, Moreau, vice-président des Vautours du désert ?» Daryl haussa les épaules, indifférent. « On est toujours libre de circuler, non ? Ou le badge donne-t-il le droit d'interdire le petit déjeuner à ceux qui roulent en Harley ?» Camille sentit la tension s'épaissir dans l'air, comme un orage au-dessus d'un champ. Elle fit un pas en avant, coupant court à leur affrontement. « Shérif, mes clients attendent. Sauf s'il y a un véritable problème, je dois retourner travailler. » Le regard de Dupré se durcit, puis il tourna les talons, se dirigeant vers sa voiture. « Tu fais une erreur, Camille. Cette ville n'apprécie pas qu'on prenne parti pour les fauteurs de troubles.
Il jeta un dernier regard à Max, puis à Daryl. « Je vais garder un œil sur tout ça. » Quand il disparut dans la rue principale, une chape de plomb s'abattit sur les épaules de Camille. Derrière elle, les clients du café s'étaient tus. Elle entendait les murmures, les regards échangés. Daryl, toujours appuyé contre le chambranle de la porte, observa la voiture du shérif s'éloigner. « Tu n'aurais pas dû faire ça ?» dit-il simplement. Camille se tourna vers lui, le menton légèrement levé. « Je ne l'ai pas fait pour toi. » Il ne répondit rien, mais son regard se posa sur Max avec une lueur étrange. Puis il ajouta, en déposant sa tasse vide sur le rebord de la fenêtre, « Garde ce chien si tu veux, ce n'est pas mon problème. » Camille s'agenouilla près de Max, examinant son corps maigre et blessé. Ses côtes saillaient sous la fourrure sale, son oreille déchirée suppurait. Elle caressa doucement son encolure. Le collier était bien militaire. Elle lut à voix basse les inscriptions « Max ». Unité cynotechnique, forces armées françaises. Un frisson la parcourut. Que faisait un chien d'élite dans cet état, seul, abandonné? « Allez, viens, murmura-t-elle, on va te mettre au chaud. » Le café s'était vidé pendant son absence. Les tasses de café refroidissaient encore sur les tables. Certaines assiettes restaient à moitié pleines. Des billets glissaient à la hâte entre les serviettes. Seule Madame Bertrand n'avait pas bougé. Ses doigts tremblaient légèrement autour de son mug. « Ils sont partis quand le shérif est arrivé, dit-elle doucement. Ils ont eu peur, Camille. » Elle hocha la tête. Un nœud dur lui rongeait l'estomac. « Je comprends, vraiment ?» La vieille femme referma lentement son sac à main. « Ton grand-père s'est battu toute sa vie pour ce café, pour cette communauté. Et tu choisis un inconnu, un motard, au lieu des gens qui t'ont toujours soutenu ?» Elle secoua la tête avec tristesse. « Fais attention, ma petite. » Puis elle sortit à son tour, laissant derrière elle un silence glacial. Camille verrouilla la porte et retourna dans la cuisine. Max la suivit prudemment, posant ses pattes sur le carrelage comme s'il marchait sur des braises. Elle lui remplit un bol d'eau et dénicha quelques tranches de bacon froid. Il renifla, hésita, puis mangea lentement, avec une sorte de discipline douloureuse. Alors qu'elle l'observait, son téléphone vibra. Un rappel? Son rendez-vous médical? Les analyses étaient prêtes, mais elle avait repoussé l'échéance. Elle soupira, attrapa ses clés. Max la fixa, inquiet. « Je reviens, promis. Reste là au chaud. » Elle improvisa un lit de fortune avec de vieilles couvertures près du four. Le chien s'y coucha, l'œil encore vigilant. La clinique de santé de Belle-Roche se trouvait à une trentaine de minutes, un petit bâtiment bas sur la route poussiéreuse. Le cabinet du docteur Laval, médecin généraliste depuis 20 ans, dégageait une odeur de plastique et de livres médicaux. La secrétaire l'accueillit avec un regard doux, trop doux. Le genre de regard qu'on adresse avant d'annoncer une mauvaise nouvelle. « Les tests ont confirmé nos soupçons, » dit le docteur Laval, posant une main compatissante sur son avant-bras. « Lupus, une maladie auto-immune. Votre système immunitaire attaque vos propres tissus. » Camille resta figée. Les mots passaient sans pénétrer. Traitement anti-inflammatoire, immunosuppresseur, suivi régulier, changement de mode de vie. Tout ce qu'elle voyait, c'était la pile de factures sous sa caisse, les dettes médicales, le prêt du café. Et maintenant, Max. C'est beaucoup, admit le docteur Laval. Mais vous êtes jeune. On l'a détecté tôt. C'est une bonne chose. Elle hocha la tête mécaniquement, accepta les ordonnances, fixa un nouveau rendez-vous, puis sortit dans le parking, sonné. Elle s'assit dans sa camionnette, laissa tomber sa tête contre le volant. Des larmes brûlantes glissèrent sur ses joues. « Pas maintenant, murmura-t-elle. Je n'ai pas le temps pour ça. » Quand elle revint au café, la nuit tombait. Le parking était vide. Elle allait ouvrir la porte quand elle aperçut une pancarte grossièrement accrochée. Du carton, des lettres rouges peintes à la hâte, elle s'approcha. Son estomac se contracta. Pas de traître, pas d'amoureux des chiens galeux. Sous le message, un dessin vulgaire représentait une femme à la peau sombre avec un chien. C'était elle, sans aucun doute. Elle arracha le panneau. Ses mains tremblaient, de rage mais aussi d'une peur sourde qu'elle n'osait pas nommer. À l'intérieur, Max l'attendait. Il s'approche en remuant prudemment la queue. Elle tomba à genoux, enfouit son visage dans son cou, sentant son pelage rêche contre sa joue. « Apparemment, c'est toi et moi contre le reste du monde, Max. » Ce soir-là, elle conduisit jusqu'à la maison de son grand-père sur les terres de la réserve. Auguste Plume de Feu était assis sur son perron malgré le froid, une couverture sur les genoux, le regard tourné vers les étoiles. À 82 ans, il était toujours aussi droit que les montagnes. « Je t'attendais, » dit-il simplement, alors qu'elle montait les marches. « Les nouvelles vont vite. » Elle s'assit à ses côtés, repliant ses jambes contre elle comme dans son enfance. « Je me suis fait des ennemis aujourd'hui. » Auguste hocha la tête,
ses yeux sombres reflétant les constellations. « Raconte-moi. » Elle lui dit tout, le motard, le chien, le shérif, la pancarte, sa maladie. Il écouta sans l'interrompre, son visage impassible. Quand elle eut terminé, il prit sa main. « Ta mère t'a nommée Camille. Mais c'est moi qui t'ai donné ton nom d'inné, celle qui marche sans peur. Aujourd'hui, tu as porté ce nom avec honneur. Je ne me sens pas courageuse, je me sens stupide. Le café est déjà en péril. Et maintenant, on va me boycotter. Peut-être, admit-il. Ou peut-être as-tu déclenché quelque chose qui devait arriver. » Il désigna le ciel. Nos ancêtres croient que les chemins se croisent pour une raison. Cet homme, ce chien, ils sont venus à toi, aujourd'hui, pas par hasard. Elle appuya sa tête contre son épaule. Et si je ne suis pas assez forte, avec cette maladie, tu n'es pas seule, ma petite fille. Tu ne l'as jamais été. Camille reprit la route vers le café peu après minuit, les mots de son grand-père résonnant encore dans son cœur. Tu ne l'as jamais été. Elle les serrait en elle comme des pierres sacrées, posées les unes après les autres pour former un gué dans une rivière en crue. Lorsqu'elle arriva devant le café du Rocher-Aigle, tout était calme. Elle descendit de sa camionnette, les phares encore allumés, et s'avança prudemment vers l'entrée. Une petite boîte était posée contre la porte. Elle s'accroupit, méfiante, et déchira le papier Kraft sous la lumière tremblotante du porche. À l'intérieur, un flacon de médicaments vétérinaires avec une étiquette claire, antibiotique puissant, accompagné d'un mot manuscrit, griffonné à la hâte. Il a traversé l'enfer, comme son maître, comme moi, des bobs. Elle fixa le mot, les pièces du puzzle commençant lentement à s'assembler. Daryl Moreau n'avait pas voulu frapper Max. Il essayait de l'aider maladroitement à sa façon, et il savait exactement ce qu'il fallait lui donner. Une boule d'émotion monta dans la gorge de Camille. Toute sa vision des choses venait de basculer. Le matin se leva lentement sur Belle Roche, peignant le désert de nuances d'or et de cuivre. À l'intérieur du café, Camille, blême et fourbue, s'affairait à préparer l'ouverture. Elle avait dormi sur le vieux lit de camp du bureau, Max blotti contre elle, respirant paisiblement après avoir reçu les médicaments. Il semblait déjà un peu plus fort. Ses yeux, autrefois hantés, s'étaient apaisés. Il la suivait partout, marchant à ses côtés avec une loyauté silencieuse, comme s'il comprenait déjà qu'elle était désormais sa seule référence. Camille prépara le café, lança la cuisson des œufs, rangea les serviettes. Ses gestes étaient mécaniques, douloureux. La poussée de lupus avait laissé ses articulations en feu. Mais elle tenait debout, parce qu'elle devait. Les médicaments prescrits par le docteur Laval étaient toujours dans son sac. Elle n'osait pas encore les prendre. Trop peur d'être ralentie. Trop peur de devenir incapable. Aujourd'hui, plus que jamais. 6 heures passèrent, puis 7. Puis 7h30. Aucun client. Pas un seul habitué. Pas les agriculteurs qui venaient chaque matin avant de partir au champ, ni la prof de lettres du lycée qui commandait toujours des œufs brouillés et du pain grillé, ni même les postiers, d'ordinaire fidèles au rendez-vous. Rien. À 8 heures, le silence devenait insupportable. Camille s'appuya contre le comptoir, luttant contre la lassitude et la frustration. Tout s'écroulait, et si elle avait perdu la ville entière pour un inconnu et un chien blessé? Max, lui, s'était installé près de la porte, pas en boule, mais assis, oreilles dressées, comme un gardien. Un grondement de moteur fendit soudain le silence. Camille sursauta. Des motos, plusieurs. Son esprit revit le visage du shérif, son avertissement sur les vautours du désert. Son cœur accéléra. Mais il n'y avait que 2 motos, pas une horde. Elles se garèrent devant le café. Les 2 motards descendirent. Un homme au visage tanné par le soleil, la cinquantaine bien avancée, avec une queue de cheval grise, et une femme de son âge, vêtue d'un gilet en jean, par-dessus une chemise à carreaux, les cheveux tressés. Ils avaient la même allure calme et assurée que Daryl, le même blouson orné de l'emblème des vautours. Max redressa les oreilles, mais ne grogna pas. Il restait attentif, pas hostile. Camille redressa les épaules, sa main glissant instinctivement sous le comptoir, là où son grand-père avait toujours laissé une batte de baseball. La clochette tinta. Les bottes des visiteurs résonnèrent sur le linoléum usé. L'homme ôta ses lunettes de soleil et parla avec une voix douce, grave. « Camille Plume de Feu ?» Elle hocha la tête, méfiante, la main toujours sur la batte. « Je suis Roland Morissette, et voici ma femme Nadine. On est des amis de Daryl Moreau. » Il tendit la main. Elle hésita, puis la serra. Sa poigne était ferme, mais sans domination. « Daryl va bien ?» demanda-t-elle. Nadine sourit, les rides de son visage s'adoucissant. « Il est à l'hôpital des anciens combattants pour une séance de kiné. Il nous a demandé de venir voir Max.
Et toi? Ce chien est à lui? Roland secoua la tête. Pas exactement. Max appartenait à un camarade de Daryl, un soldat nommé Yann Beauchamp. Quand Yann s'est donné la mort l'an dernier, Max s'est retrouvé sans foyer. Daryl a tenté de s'en occuper, mais c'était compliqué. Ce chien a vu trop de choses, comme beaucoup d'entre nous. Un pincement serra le cœur de Camille. Elle s'était trompée. Elle avait jugé trop vite. Je croyais qu'il le frappait. Il voulait juste l'éloigner de la benne, expliqua Nadine. Max associe certains symboles, comme ceux que Daryl porte, à la mort de son ancien maître. Ça le déclenche. Daryl aurait dû l'enlever, mais il est têtu et trop fier. Camille leur proposa un café. Ils acceptèrent, reconnaissants. Nadine observa le café vide. « Il paraît que la ville te boycotte », lança-t-elle sans détour. « Parce que tu as défendu Daryl. » On dirait bien, soupira Camille. Mais la gratitude ne paiera pas les factures. Roland et Nadine échangèrent un regard. Un de ces regards pleins de sens entre deux personnes qui se connaissent depuis toujours. « Justement, dit Roland, on est là pour te soutenir. Pas avec de l'argent, mais avec du monde. » Avant que Camille ne puisse demander ce qu'il voulait dire, la porte s'ouvrit de nouveau. Un homme mince, élégant, en chemise blanche, entra avec une mallette de cuir. Il salua poliment Roland et Nadine. « Camille, je suis Thomas Lévesque. Ton grand-père m'a envoyé. Je suis avocat au service juridique des affaires tribales. Il m'a demandé de t'apporter certains documents. » Il étala sur la plus grande table du café une série de papiers jaunis, 2 plans et une photo ancienne. « Ton père et Daryl Moreau ont servi ensemble en Afghanistan, expliqua Thomas en désignant un cliché en noir et blanc de 2 jeunes hommes, bras dessus, bras dessous en uniforme. Camille sentit un frisson courir dans son dos. « Je ne comprends pas. Quel rapport avec le développement immobilier ?» Thomas s'assombrit. L'entreprise qui fait pression sur la ville pour racheter ce terrain prétend avoir des droits sur la parcelle. Mais d'après ces documents, ton père a acheté légalement ce terrain avec sa solde de militaire et il l'a transmis à ta famille. Le titre de propriété a été mis à ton nom à ton 21e anniversaire. « Dans un mois » murmura Camille. « Exactement. Ton grand-père a caché les papiers pour ne pas attirer l'attention. Mais après ce qui s'est passé hier, il a estimé qu'il était temps de te mettre dans la boucle. » Camille regardait les papiers sans y croire. Les dates, les signatures, tout semblait authentique. « Vous voulez dire que le shérif tente de me faire peur? À cause de cette terre? Sa famille est actionnaire dans la société de construction. Et il a un intérêt personnel à ce que tu abandonnes ce terrain. Mais ce n'est pas tout. » Thomas sortit un autre document. « Ton père a nommé un tuteur légal dans son testament. Quelqu'un chargé de te protéger, toi et cette terre, s'il lui arrivait quelque chose. » Le souffle de Camille se coupa. « Qui ?» Thomas la regarda dans les yeux. « Daryl Moreau. » Le silence tomba, si dense, qu'on aurait pu entendre Max respirer. Camille sentit le monde basculer. « Daryl ne nous a jamais dit ça, » murmura Nadine. « Ça explique pourquoi il est revenu à Belle-Roche, » ajouta Roland. « Il devait savoir ce qui se tramait. »« Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ?» demanda Camille, abasourdie. « Il portait trop de culpabilité, » répondit doucement Nadine. « Il était détruit après la mort de ton père. Et ton beau-père ne voulait pas de lui dans les parages. Alors il a disparu. » Camille n'eut pas le temps de répondre. Au loin, une rumeur de moteur monta, cette fois plus forte. Roland se leva avec un sourire. « Ils sont pile à l'heure. » Camille alla à la fenêtre et se figea. Toute la rue était envahie par des motos, des centaines, hommes et femmes de tous âges, arborant l'insigne des vautours du désert. Des tentes, des tables, des grilles, des guirlandes de lumière. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» souffla-t-elle. « Du soutien » répondit Nadine avec un clin d'œil. « Tu as défendu l'un des nôtres. On ne l'oublie jamais. » Camille resta figée devant la fenêtre, le souffle court, les mains tremblantes, sur le rebord. Les motos affluaient par dizaines, en file bien ordonnée, se garant tout le long de la rue principale de Belle-Roche. Des hommes et des femmes en blouson noir descendaient, tous marqués de l'emblème du vautour, aux ailes déployées. Mais il n'y avait ni hostilité ni provocation dans leurs gestes. Ils se saluaient, s'organisaient, certains déchargeaient des caisses de victuailles, d'autres installaient des tables empruntées à la salle paroissiale. Des lumières furent tendues d'un bâtiment à l'autre, et même une petite scène fut montée sur le trottoir face au café. « Je ne comprends pas » murmura Camille. « Pourquoi ferait-il tout ça pour moi? Pour un café où ils ne sont jamais venus ?» Roland s'approcha, son regard serein posé sur elle. « Parce que quand le monde nous tourne le dos, on se souvient de ceux qui ne l'ont pas fait. C'est notre règle d'or, et toi, tu l'as appliquée sans même connaître notre code. » Nadine ajouta, avec douceur, « Tu as défendu Daryl, et tu as offert un refuge à Max. Ça suffit largement pour qu'on vienne te soutenir.
Tout l'après-midi, la foule grossit. Les habitants de Belle-Roche restaient d'abord à distance, méfiants. Mais quand l'odeur du barbecue se répandit dans l'air froid et que la musique résonna dans la rue, la curiosité finit par l'emporter. Des enfants s'avancèrent timidement, fascinés par les motos rutilantes. Puis ce furent les parents, les voisins, les curieux. Les barrières tombèrent lentement. Camille s'activait dans la cuisine, épaulée par Nadine et plusieurs bénévoles du club. Elle servait les cafés, les parts de tarte, les sandwichs chauds, avec une énergie qu'elle n'aurait jamais cru retrouver. Son corps lui rappelait ses limites, ses articulations criaient, mais la chaleur humaine, les rires, les regards bienveillants lui donnaient une force nouvelle. Max ne la quittait pas d'une semelle, alerte, mais détendue, posant sa tête contre sa jambe quand elle s'arrêtait pour souffler. Le soleil commença à décliner, l'événement avait pris une ampleur inattendue. Camille aperçut Madame Bertrand, assise à une table avec 3 motards tatoués, riant aux éclats en parlant tricot. Plus loin, elle reconnut Michel, un ancien camarade de classe, qui servait des limonades à des visiteurs venus de très loin. Même le maire, Madame Chabrier, avait été vu discutant avec les vautours un café à la main. Une voix rauque la tira de ses pensées. Belle ambiance. Elle se retourna. Daryl Moreau se tenait là, imposant, toujours vêtu de cuir, mais son regard avait perdu sa dureté. Max s'avança prudemment, le flaira, puis accepta une caresse lente sur la tête. Une première. Du progrès, dit Daryl avec un sourire presque timide. Tu es mon parrain, dit Camille sans détour. Les mots lui avaient brûlé la langue toute la journée. C'est vrai? Daryl sembla hésiter. Son regard se perdit un instant dans la foule, puis revint vers elle. J'ai failli à ma promesse. Ton père serait déçu. Tu es là maintenant, répliqua Camille. Et visiblement, tu n'es pas venu seul. Un vrai sourire fendit son visage buriné. Ils sont venus d'eux-mêmes. Quand ils ont entendu ton histoire, ils ont répondu présent. Les vautours n'oublient jamais les leurs. Et à partir d'aujourd'hui, tu es l'une des nôtres. À cet instant, les phares d'un véhicule apparurent à l'entrée de la rue. Camille reconnut immédiatement la silhouette du 4x4 du shérif Dupré. 2 autres voitures de patrouille le suivaient. L'ambiance changea immédiatement. La musique se coupa. Les conversations cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers les forces de l'ordre. Le président du club des vautours, un homme d'une 60aine d'années nommé Maurice Terral, s'avança à pas lents pour intercepter Dupré. Il avait l'allure d'un général de guerre, barbe blanche, regard perçant, calme glacial. Le shérif descendit, les mâchoires serrées. « Cette fête n'a pas de permis, vous bloquez la voie publique, nuisance sonore, rassemblement illégal. » Maurice tendit calmement une pochette. « Permis d'événement déposé hier. Fermeture de rue autorisée par la mairie ce matin. Tolérance de bruit validée pour une collecte de fonds. » Dupré pâlit. « Collecte de fonds? Pourquoi au juste ? Pour les frais médicaux de Camille Plume de Feu et pour restaurer ce café déclaré patrimoine local par le conseil municipal. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Camille sentit son cœur se serrer. Elle n'avait parlé à personne de sa maladie. Comment l'avait-il su? Elle croisa le regard de Daryl qui fit un léger signe de tête. « Je t'ai vu sortir du cabinet du docteur Laval, dit-il doucement. J'ai passé quelques appels. Camille devrait être furieuse. » Mais elle se sentit soulagée. Le secret n'était plus un poids, il avait été partagé, et avec lui le fardeau devenait plus léger. Dupré arracha les papiers des mains de Maurice, les lut avec fébrilité, puis les lui rendit brusquement. « Ça ne change rien, les plans de développement continuent. Ce bloc sera rasé le mois prochain. » Un homme s'avança, tenant une autre chemise de documents. Camille le reconnut aussitôt. Thomas Lévesque, passant l'accord du propriétaire. Et la propriétaire, c'est Camille. Et pas seulement le café, mais aussi les 3 hectares autour. Le shérif cligna des yeux, puis son visage se ferma. Ces documents ne sont pas encore traités. Le cadastre n'a rien enregistré. Ce sera fait demain matin, coupa Thomas. Et toute tentative de démolition avant sera considérée comme une expropriation illégale. Le shérif recula d'un pas, mais sa main glissa lentement vers son arme. Ce fut un mouvement à peine perceptible, mais les vautours le virent. Un murmure de tension parcourut les rangs. Daryl fit un pas en avant, se plaçant instinctivement entre Camille et le danger. « Réfléchis bien, Lionel, dit-il, en utilisant son prénom. Il y a ici 200 témoins. Ce que tu t'apprêtes à faire n'en vaut pas la peine. » Un long silence, un vieux passé entre eux, visible dans l'échange de regards. Finalement, le shérif abaissa sa main. « Ce n'est pas fini, dit-il d'une voix sèche. Tu as fait ton choix, Camille, contre ton propre peuple. Les gens n'oublieront pas. » Ces gens, dit-elle en désignant la foule, font aussi partie de ma communauté. Et je crois qu'ils viennent de te prouver qu'ils sont prêts à se battre pour ce qui est juste.
Les voitures de police firent de demi-tour, lentement, sans gyrophare. Mais Dupré resta garé plus loin, observant. Une menace silencieuse. Autour d'elle, les conversations reprirent, plus fortes, plus vivantes. La musique redémarra. Camille fut bientôt entourée de bras, de sourires, d'encouragements. Max bondit joyeusement, comme s'il avait compris que la bataille du jour était gagnée. Daryl restait en retrait, observant le shérif s'éloigner. Camille le rejoignit. « Il ne va pas abandonner, dit-il simplement. Nous non plus. » Daryl la regarda, une fierté discrète dans le regard. « Tu es comme ton père, même feu, même force. » Elle hésita. « Et toi ? Tu as tenu ta promesse. Tu es revenu. Tu as réparé ce que tu pouvais. » Il détourna le regard, mais elle vit la lueur d'humidité dans ses yeux. Mieux vaut tard que jamais. La soirée s'étira jusque tard dans la nuit. Feu de camp, guirlandes, rires et chants. Le café du Rocher, Aigle, autrefois menacé, vibrait à nouveau. Il était devenu un symbole, un lieu de résistance, un lieu de mémoire. La nuit avait enveloppé Belle-Roche de son manteau bleu profond piqué d'étoiles, mais au café du Rocher Aigle, la lumière ne faiblissait pas. Sous les guirlandes suspendues, le rassemblement avait pris une dimension presque magique. Les anciens du village partageaient des bancs avec des motards tatoués, les enfants couraient entre les tables avec des bâtons lumineux et dans un coin, une petite formation musicale improvisée lançait des airs de blues lents et chaleureux. Assise sur les marches du porche, un gilet de cuir léger posé sur les épaules, Camille observait la scène avec une émotion contenue. Max, allongé à ses pieds, la tête posée sur sa botte, somnolait doucement. Les événements des dernières 48 heures défilaient dans sa tête comme un rêve agité. Et pourtant, tout cela était bien réel. Linda, une des premières venues avec les vautours, la rejoignit et lui tendit une tasse de tisane brûlante. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants. Camille sourit faiblement, ses doigts se serrant autour de la tasse. « Je suis dépassée, mais dans le bon sens, je crois. » Linda s'installa près d'elle dans un silence complice. « Ton grand-père m'a raconté des histoires sur ton père, » murmura-t-elle en regardant les étoiles. « Tu sais qu'il fascinait tout le monde à l'époque, surtout avec ses légendes navajo. Il en avait toujours une en réserve, surtout quand la peur montait. »« J'ai quelques souvenirs » souffla Camille, « des flashs. Sa voix quand il me chantait pour m'endormir, l'odeur de sa veste, et son rire, j'avais oublié ce son-là. Il parlait de toi sans arrêt, Camille. Il disait que tu étais son lever et son coucher de soleil. Il portait ta photo dans son portefeuille, toujours. » Les larmes montèrent sans prévenir. Camille ferma les yeux, secouée par une émotion brute. « Tu l'as connu longtemps ? Roy et moi étions déjà mariés à l'époque. On voyait ton père à chaque permission, mais c'est surtout Daryl qui était lié à lui, comme deux frères. » Camille détourna les yeux vers le feu de camp central où Joseph Plume de Feu captivait une dizaine d'enfants avec un récit ancestral, ses mains traçant des formes dans l'air nocturne. « Il l'est vraiment, murmura-t-elle, un frère. Mon grand-père m'a confirmé qu'ils avaient le même père. Ils se sont retrouvés à l'armée sans savoir qu'ils étaient liés par le sang, et ils sont devenus inséparables. Mais après la mort de ton père, Daryl s'est effondré. Il a plongé. Ton beau-père l'a chassé de ta vie, et Daryl n'avait plus la force de se battre. Pas à ce moment-là. » Camille serra la tasse plus fort. « Est-ce que c'est pour ça que le shérif Dupré le déteste autant ? Il y a quelque chose, je le sens. » Linda hocha la tête lentement, son regard devenant plus dur. Lionel Dupré est le demi-frère de Daryl. Même mère, père différent. Lionel était gamin quand Daryl est parti à l'armée. Il l'admirait, l'idolâtrait. Mais quand Daryl est revenu brisé, violent, solitaire, Lionel a rejeté tout ce qu'il représentait. Il a choisi l'ordre, la loi, comme une revanche. Camille sentit un nouveau poids dans sa poitrine. Les conflits familiaux enfouis, les blessures jamais guéries, tout semblait converger vers elle aujourd'hui. Marcus Terral, le président des Vautours, s'approcha alors avec son pas tranquille. Il s'arrêta devant les marches et la salua d'un petit mouvement de tête. « Tu permets ?» demanda-t-il avec respect. « Bien sûr, monsieur Terral. Appelle-moi Marcus, jeune fille. Tu nous as bien assez prouvé que tu fais partie de la famille maintenant. » Il s'installa juste en dessous d'elle, tirant de sa veste une petite flasque en métal qu'il tendit à Linda, qui en prit une gorgée. « Bourbon, pour raison strictement médicinale, précisa-t-il avec un clin d'œil. Camille refusa poliment d'un signe de tête. « J'ai connu Daryl Moreau quand il est arrivé chez nous, » reprit Marcus en regardant le feu. C'était un homme taiseux, imprévisible, dur comme le désert, mais il était loyal, et il portait en lui le fantôme de ton père.
C'était sa lumière dans le noir. Alors, quand il a appris ce que cette société voulait faire de ton café, de ta terre, quelque chose en lui s'est réveillé. Comment l'a-t-il su ? Demanda Camille. Ton grand-père lui a écrit. Il a appelé une dette vieille de 30 ans. Et Daryl est revenu. À cet instant, des bruits de moteurs surgirent à nouveau. Pas des motos cette fois, des camions, des sirènes, un bulldozer sur un plateau. Camille se redressa d'un bond, le cœur battant. Linda se leva aussitôt. Marcus se redressa, le visage fermé. Des véhicules officiels débouchèrent sur la rue. 3 voitures de police. Un camion grue, une pelleteuse. Le rassemblement s'interrompit. La musique s'éteignit. Les rires se turent. Tous se tournèrent vers l'entrée de la rue. Le shérif Dupré sortit de sa voiture, accompagné de 2 agents et d'un homme en costume au regard froid, une mallette à la main. Howard Prévost, se présenta-t-il d'une voix nasillarde, directeur juridique du groupe Horizon Développement. Marcus fit un pas vers eux, droit, calme, mais tendu comme un arc. « Quelle est la signification de tout ça ?» demanda-t-il d'une voix ferme. Prévost sortit une liasse de papier. « Nous avons une injonction autorisant la sécurisation immédiate de cette propriété, en attendant l'examen judiciaire. Cette assemblée constitue une obstruction à une procédure légale. » Thomas Lévesque s'approcha, son attaché-case à la main. « Sur quelle base ? La propriété est privée, les documents ont été déposés ce matin même. »« Justement, » répliqua Prévost, « nous avons des soupçons sur la date réelle de signature. Une greffière prête à témoigner que les papiers ont été antidatés. » Des protestations s'élevèrent. Marcus leva une main. « C'est une affaire pour le tribunal, pas pour un bulldozer en pleine nuit. Le comté estime que l'urgence justifie cette action, » coupa Dupré, sans même le regarder. Camille avança. « C'est ma propriété. Ces gens sont mes invités. Vous n'avez aucun droit de pénétrer ici. Pas tant que la propriété ne vous appartient officiellement, mademoiselle Plume de Feu, » corrigea Prévost avec un sourire suffisant. En attendant, le comté exerce son droit de garde. « Assez !» lança une voix puissante dans la foule. Auguste Plume de Feu s'avança, droit comme un piquet, sa couverture glissant de ses épaules. À ses côtés, des anciens de plusieurs tribus se joignaient à lui, en tenue traditionnelle. Une procession silencieuse, digne, comme un souffle du passé venu défendre la mémoire des siens. « Vous venez avec des machines pour raser ce que 3 générations ont construit, » lança Auguste. « Avec des armes pour intimider ceux qui sont venus en paix. Avec des papiers pour effacer notre mémoire. Avez-vous donc perdu toute honte ?» Le silence était total. Dupré ouvrit la bouche, mais Auguste continua. « Ce terrain abrite des pierres anciennes, des cercles sacrés, des souvenirs de nos ancêtres. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. » Prévost s'avança, agacé. « Tout cela est poétique, mais la loi ne reconnaît pas les fantômes. »« Elle reconnaît les sépultures autochtones, » répliqua sèchement Thomas. « La loi sur la protection des tombes anciennes oblige à suspendre tout projet en cas de doute. Et justement, nous avons des preuves. » Camille tendit une photo ancienne à Prévost. Un cercle de pierre à moitié enterré, une date, une signature. La cave sous le café renfermait cette trace, intacte. Cette propriété est sacrée. Et si vous touchez à une seule pierre, vous affrontez non seulement la loi fédérale, mais toutes les nations représentées ici. Un grondement sourd parcourut la foule. Les anciens commencèrent à entonner un chant, lent, profond, sacré. Le moment suspendu semblait irréel. Et soudain, au loin, des sirènes. 3 SUV noirs apparurent, suivis d'un véhicule officiel. Des hommes en costume en descendirent. Une femme tendit sa plaque. Agent fédéral Teresa Alvarez, FBI, ordre de suspension immédiate de toutes opérations sur ce site. Et voici le juge fédéral Antoine Grandbois. Le silence se rompit, remplacé par un murmure de stupeur. Ce terrain est désormais sous enquête fédérale. Toute intervention serait une infraction majeure. Camille sentit ses jambes fléchir. Max se colla à elle, attentif. Elle leva les yeux vers les étoiles, et pour la première fois, se permit d'y croire. L'homme en robe noire, qui s'avança alors sur le sol poussiéreux de Belle-Roche, portait une prestance qui imposait instantanément le respect. Le juge fédéral, Antoine Grandbois, était grand, mince, son visage marqué par les années passées à trancher les litiges les plus complexes du Sud-Ouest. Mais ce jour-là, son regard était aussi tranchant qu'une lame. Il échangea quelques mots à voix basse avec l'agent Alvarez, puis se tourna vers la foule silencieuse. Sa voix résonna, calme, mais implacable. Une plainte sérieuse concernant des violations des droits des peuples autochtones a été déposée. Ce site est désormais protégé par une mesure conservatoire fédérale. Aucune démolition, aucun accès ne sera autorisé sans mon autorisation expresse.
Un tonnerre d'applaudissements spontanés jaillit. Les anciens chantèrent de plus fort, les tambours battirent plus profondément. Camille sentit les larmes monter. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, d'émotion, d'un soulagement immense. Prévost, blême, perdit contenance. C'est ridicule, une mascarade montée de toutes pièces pour retarder un projet vital pour cette ville. L'agent Alvarez lui fit face sans ciller. Vos comptes bancaires personnels ont été saisis ce matin. Vos liens financiers avec le groupe Horizon Développement sont désormais au centre d'une enquête pour corruption, conflit d'intérêts et fraude aux permis environnementaux. Un murmure parcourut les rangs. Camille vit le shérif Dupré se raidir. Il tenta de s'interposer. C'est un abus de pouvoir tout ça. Mais le juge Grandbois s'approcha de lui, lentement, posément. « Monsieur Dupré, êtes-vous en possession d'un mandat autorisant cette opération ?» Le shérif ne répondit pas. Il resta figé. Le juge fit signe à l'un des agents fédéraux « Veuillez escorter Monsieur Prévost jusqu'à votre véhicule. » L'homme en costume tenta une dernière fois de protester, puis, sous les regards de la foule, il fut emmené. Les policiers de Belle-Roche reculèrent lentement, désorganisés, comme s'ils ne savaient plus à quel ordre obéir. La foule exulta. Certains pleuraient, d'autres chantaient. Camille sentit les bras de Linda l'enlacer, suivis par ceux de Thomas, puis de Nadine, puis de Roland. Tout autour d'elle, des mains se tendaient, des sourires se dessinaient, des voix la remerciaient. Et Max, fidèle, aboya une seule fois comme pour dire « Mission accomplie ». Mais un visage manquait. Daryl. Camille se tourna vers Marcus, qui hocha lentement la tête. « On va le chercher ». Dans les heures qui suivirent, les documents signés par le juge furent acheminés au poste de police du comté voisin où Daryl était détenu depuis la veille. Les charges ridicules de troubles à l'ordre public, d'obstruction et d'agression sur agent furent balayées. Aucune preuve, aucun témoin crédible, juste une arrestation politique orchestrée par un shérif à la solde des promoteurs. Camille attendit dehors, Max à ses côtés, les yeux rivés sur la porte métallique. Quand Daryl apparut, le soleil était déjà haut dans le ciel. Il avançait lentement, comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. Mais quand il aperçut Camille, immobile sous la lumière crue, il s'arrêta net. Elle s'approcha, pas un mot. Elle posa une main sur son bras. « C'est fini, le café est sauf. Prévost est arrêté. Dupré est sous enquête. » Il hocha la tête, le regard fuyant. Elle ajouta, plus bas, « Et je sais tout. Qui tu es pour moi. Ce que tu as fait pour protéger cette terre. Ce que tu as porté pendant toutes ces années. » Son visage se crispa. Il tenta de répondre, mais aucun mot ne sortit. Max s'avança doucement et posa sa tête contre sa jambe. Daryl se pencha, caressa le chien avec une douceur infinie. « Ton père, il était meilleur que moi, » souffla-t-il enfin. « Il croyait que je pouvais changer. Il m'a nommé gardien et je me suis enfui. » Camille secoua la tête. « Tu es revenu. Tu t'es battu pour moi sans que je le sache. Et aujourd'hui, c'est grâce à toi si j'ai encore un toit. Si la mémoire de notre famille est intacte. » Ils s'étreignirent, brièvement, mais avec une intensité presque sacrée. Puis Joseph Plume de Feu s'approcha, il tendit la main à Daryl, puis, dans un geste inattendu, le serra dans ses bras. Les frères finissent toujours par se retrouver, même si l'un doit marcher parmi les esprits avant d'y parvenir. Les 3 générations de Plume de Feu étaient enfin réunies. 1 an plus tard, le café du Rocher-Aigle, jadis moribond, rayonnait. Les rénovations avaient respecté l'histoire, tout en modernisant l'espace. La vieille cave, où se trouvait le cercle sacré de pierre, était devenue un petit musée ouvert à tous, documentant les cultures autochtones de la région. L'espace avait été béni, protégé et reconnu par les autorités tribales et fédérales. Camille servait les clients avec la même attention que son grand-père avant elle. Elle portait un collier en turquoise que lui avait confié Marie Yazi, l'aînée des anciens, lors d'une cérémonie de reconnaissance. Ses douleurs étaient toujours là, les jours de pluie ou de fatigue, mais elle gérait mieux, grâce au traitement, grâce à Max, désormais chien d'assistance médicale à part entière, toujours à ses côtés, calme, vigilant. Un samedi matin, comme chaque semaine, un convoi de motos se gara devant le café. Marcus Terral descendit le premier, accompagné de vétérans de l'hôpital militaire local. Camille les accueillit avec un sourire rayonnant. Ils étaient devenus des habitués, plus encore, des piliers de sa nouvelle vie. À une table du fond, Daryl discutait avec Lionel Dupré. L'ancien shérif, écarté de ses fonctions après l'enquête, avait évité la prison en échange de sa coopération. Mais surtout, il avait recommencé à parler avec son demi-frère, lentement, patiemment. Ce jour-là,
Leurs épaules n'étaient plus tendues. Et si l'on tendait bien l'oreille, on pouvait même entendre un éclat de rire partagé. Joseph, fidèle à sa place près de la grande baie vitrée, racontait une histoire aux enfants. À ses côtés, Marie tenait entre ses doigts agiles un jeu de ficelle traditionnel expliquant sa signification spirituelle. La relève était en marche. Sur un mur, un tableau d'affichage mettait en lumière le tout premier lauréat de la bourse mémorielle, James Plume de Feu, un jeune autochtone admis à l'école vétérinaire grâce aux dons récoltés lors de la fête de l'an passé. À l'extérieur, le soleil baignait le porche de lumière. Un nouveau panneau avait été installé sous l'enseigne du café. Ici, chacun à sa place. Et à l'intérieur, le cœur battant du café du Rocher-Aigle résonnait plus fort que jamais. Les saisons avaient tourné, l'été s'était effacé, cédant la place à un automne doux et doré. Le café du Rocher-Aigle continuait de vibrer chaque jour, refuge chaleureux pour les habitants de Belle-Roche comme pour les visiteurs de passage. Chaque matin, Camille attachait ses cheveux en une tresse simple, passait son tablier, et Max la suivait, fidèle compagnon et veilleur silencieux. Mais ce n'était plus uniquement un café. C'était devenu un symbole, une mémoire vivante. Camille avait inscrit son histoire non seulement dans les murs du café, mais aussi dans le cœur de ceux qui l'avaient défendue. Et cette histoire, elle ne s'arrêtait pas. Pas vraiment. Car derrière chaque assiette servie, chaque sourire échangé, chaque regard d'enfant levé vers les photos accrochées sur le mur, il y avait le rappel de ce qu'ils avaient failli perdre et de ce qu'ils avaient su préserver. Un vendredi de fin d'après-midi, alors que le ciel se teintait de rose, Camille reçut un appel. Une voix grave, posée, un homme nommé Léo Rinaldi, représentant d'un collectif de vétérans. Ils avaient entendu parler du combat de Belle-Roche. Ils voulaient en savoir plus. Peut-être monter un partenariat, peut-être étendre le modèle du Rocher-Aigle à d'autres villes rurales abandonnées. Camille accepta un rendez-vous. Le lendemain, elle retrouva Léo à l'extérieur du café. Il portait une veste en jean délavé, un visage marqué, mais des yeux vifs. Max le renifla brièvement avant de poser sa tête contre sa jambe. Un signe d'acceptation rare. « Vous avez fait quelque chose d'unique ici », dit Léo en observant le bâtiment. Un café devenu bastion, un lieu où l'histoire n'a pas été effacée mais intégrée. « On n'a rien fait seul », répondit Camille. C'était toute une chaîne, et c'est elle qu'on protège désormais. Justement, ce genre de solidarité, on voudrait le recréer partout où les communautés rurales disparaissent, où les vétérans n'ont plus de repères, où les terres ancestrales sont menacées. Il lui parla de leurs projets, des lieux de réinsertion ouverts à tous, ancrés dans l'histoire locale où l'on croiserait anciens combattants, artistes, jeunes en difficulté, familles déplacées, tous réunis par l'envie de bâtir quelque chose ensemble. Camille l'écouta longuement, puis elle dit simplement « Alors commençons ici ». Et c'est ce qu'ils firent. Dans les semaines suivantes, une pièce inutilisée du café fut transformée. Table, chaises, matériel de travail et surtout un mur couvert de portraits. Vétérans, anciens de la tribu, figures locales, tous ceux qui avaient lutté pour que ce lieu survive. Un tableau portait une inscription en lettres peintes à la main. Ceux qui sont restés quand tout semblait perdu. Des ateliers furent organisés, des repas partagés, des cercles de parole. On parlait de mémoire, de douleur, de reconstruction. Les mots circulaient. Libérateur. Un soir, alors que Camille terminait le nettoyage, elle trouva sur le comptoir un petit carnet. Ce n'était pas le sien. En l'ouvrant, elle reconnut l'écriture de Daryl. Les premières lignes lui coupèrent le souffle. À Camille, je n'ai jamais eu d'enfant, mais si j'en avais eu un, j'aurais voulu qu'il te ressemble. Courageuse, droite, impossible à corrompre. Quand ton père est mort, je me suis perdu. Quand je t'ai vu te battre, je me suis retrouvé. Tu es la lumière qu'il portait en lui. Celle qu'il m'a laissée en héritage, elle ferma le carnet, submergée. Max vint poser sa truffe contre son bras. Camille resta un long moment là, dans le silence du café vide, éclairé par la seule lumière du néon de la cuisine. Puis elle plaça le carnet dans la vitrine au souvenir, entre les médailles de son père et le collier de turquoise de sa grand-mère. Dans les mois qui suivirent, d'autres histoires furent déposées dans cette salle. Des témoignages de passage, des photos, des lettres, des promesses. Le café du Rocher-Aigle était devenu une archive vivante. Et Belle-Roche changeait aussi, lentement mais profondément. Le conseil municipal vota à l'unanimité la préservation de plusieurs bâtiments historiques. L'ancien entrepôt fut racheté par une coopérative citoyenne.
L'école, qui manquait d'élèves, accueillait un programme d'échange avec des écoles tribales voisines. Une fois par mois, un cercle intergénérationnel réunit anciens combattants et adolescents autour du feu, sous la grande fresque désormais peinte sur le mur du café. On y voyait un aigle survolant le désert, une silhouette de femme et un chien à ses côtés. En lettres dorées, la devise du lieu, « Protéger ce qui nous unit ». Un jour, Camille reçut une lettre officielle, une enveloppe scellée du ministère de la Culture. Elle l'ouvrit, fébrile. Le dossier d'inscription était accepté. Le café du Rocher-Aigle venait d'être inscrit au registre du patrimoine culturel national. Elle lâcha un rire incrédule. Puis elle courut dans la cuisine, là où son grand-père préparait son pain comme chaque samedi. « Papy, on est officiel maintenant ?» Il leva les yeux, toujours impassible, mais un sourire immense se dessina sur son visage buriné. Nos ancêtres sont fiers. Camille se pencha et l'enlaça longuement, le cœur serré. Ce jour-là, elle comprit. Tout ce qu'ils avaient enduré, tout ce qu'ils avaient reconstruit, ne serait jamais oublié. Pas parce qu'ils l'avaient crié, mais parce qu'ils l'avaient transmis. L'hiver s'installa sur Belle-Roche. Un hiver sec, froid, où le vent sifflait entre les volets du café du Rocher-Aigle, soulevant parfois la poussière gelée du désert. Le matin, les vitres se couvraient d'un léger givre, et le café sentait le pain chaud, le café noir et la cannelle. Camille ouvrait toujours à 6 heures. Certains jours, ses mains tremblaient quand elle verrouillait le cadenas du volet, ses articulations douloureuses dès le réveil. Mais Max était là, fidèle comme une ombre bienveillante, posant doucement sa tête sur ses genoux quand les douleurs devenaient trop intenses. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil caressaient les montagnes au loin, elle reçut une visite inattendue. Une jeune femme aux cheveux bruns attachés en chignon flou, vêtue d'un manteau long et d'une écharpe de laine, franchit la porte du café avec une hésitation poignante dans le regard. Elle tenait à la main une lettre et un sac à bandoulière en cuir usé. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce. « Je m'appelle Élise Mazan. Je crois que vous connaissiez mon père. Il s'appelait Jérôme Mazan. Il a servi avec Daryl et James Plume de Feu. » Camille se figea, la cafetière encore à la main. « Votre père ? Vous êtes la fille de Jérôme ?» Élise hocha la tête. « Il est mort l'an dernier, cancer des poumons. Il n'a jamais vraiment parlé de la guerre. Mais quelques semaines avant de partir, il m'a tendu une boîte. À l'intérieur, il y avait des lettres, des photos, et ce carnet, il parlait de vous, de James, de Daryl, et du café du Rocher-Aigle. » Elle tendit la lettre à Camille. Il disait que si un jour je me sentais perdu, je devais venir ici. Qu'ici, on comprenait ce que voulait dire tenir bon. Camille lut la lettre lentement, émue. Elle s'assit en silence, puis invita Élise à faire de même. Max s'approcha, flaira la nouvelle venue, puis se coucha près d'elle comme s'il l'avait déjà adoptée. « Il a écrit ça pour vous », murmura Élise. Mais je crois qu'en vérité, c'était pour lui pardonner à lui-même. Dans les jours qui suivirent, Élise s'installa dans une chambre au-dessus du café. Elle avait quitté son emploi de professeur d'histoire dans une grande ville après le décès de son père. Elle ne savait pas quoi faire de sa vie, mais elle avait besoin de comprendre, de se reconnecter à quelque chose de vrai. Camille lui proposa de s'occuper du petit musée du sous-sol, organiser les lettres, les objets, les récits. Très vite, Élise se révéla douée, passionnée. Un dimanche, alors qu'un groupe d'enfants écoutait Joseph raconter l'histoire du cercle de pierre, Élise prit la parole. Elle parla de son père, de ses silences, de sa douleur invisible, et surtout de ce qu'elle avait appris ici, que le silence ne signifie pas absence, et que les traumatismes, même anciens, peuvent trouver la paix, si on leur offre un lieu où se poser. Ce jour-là, quelque chose changea dans la communauté. On commença à voir affluer d'autres visiteurs, des enfants de vétérans, des femmes qui avaient perdu un mari, un frère, des jeunes sans racines, cherchant à comprendre d'où ils venaient. Tous trouvaient au Rocher-Aigle une place, un café, un sourire, un souvenir, une histoire. Camille commença à consigner tout cela, dans des cahiers épais, soigneusement rangés sur une étagère du musée. Elle appelait cette section « Les héritages oubliés ». Chaque page portait un prénom, une anecdote, une trace. Un matin d'avril, alors que les cactus fleurissaient, une journaliste d'un grand média indépendant vint faire un reportage. Elle resta 3 jours, écouta, enregistra, photographia. Son article fit le tour du pays. Le café qui a résisté à la démolition et bâti un sanctuaire. Des dons affluèrent, des appels, des lettres.
Un groupe d'étudiants proposa même de lancer un documentaire. Camille refusa poliment les caméras. Ici, on ne vient pas pour être vu, on vient pour se souvenir. Mais elle accepta une proposition du Centre culturel régional. Organiser une exposition itinérante tirée des archives du café. Le premier arrêt serait une école publique de Montbrun, où plusieurs enfants issus des communautés autochtones n'avaient jamais entendu parler de leur propre histoire. Camille accompagna les convois elle-même, Max à ses pieds, dans le car. Dans cette école, elle parla devant 50 enfants silencieux. Elle leur raconta l'histoire d'une femme qui avait failli tout perdre, d'un chien militaire blessé qui n'avait plus de maître, d'un café presque effacé, et de tous ceux qui avaient choisi, un jour, de ne pas détourner le regard. À la fin, un petit garçon s'approcha d'elle. Il ne disait rien, il tendit juste un dessin, un aigle, un chien, un cercle de pierre. Elle le serra contre elle. Le soir même, dans sa chambre d'hôtel, Camille sortit son carnet. Et pour la première fois depuis longtemps, elle écrivit sans trembler. « Je ne suis plus seule, je ne l'ai jamais été en vérité. Il y a ceux qui m'ont précédé, et ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Mais entre eux, il y a ce lieu. Et ce lieu, c'est notre point de rencontre. » À Belle-Roche, le café du Rocher-Aigle continuait de respirer. Parfois, au petit matin, quand la brume montait au-dessus des toits, il semblait presque que les ancêtres eux-mêmes veillaient encore. Et Max, désormais vétéran parmi les vétérans, levait la tête vers le ciel, comme s'il les entendait. Le printemps s'était épanoui sur Belle-Roche comme une promesse tenue. Les cactus fleurissaient à nouveau, les températures douces invitaient les habitants à sortir sur leur porche, et au café du Rocher-Aigle, on respirait un parfum de renouveau. Camille sentait que quelque chose avait changé, non pas dans les murs, toujours les mêmes, mais dans l'air, dans les regards, dans le rythme du lieu. Les habitués ne venaient plus seulement pour un café ou une part de tarte, mais pour retrouver quelque chose d'essentiel. Une paix, une mémoire, une force. Ce matin-là, elle préparait les fournées de biscuits pour la journée quand Max s'arrêta net, oreilles dressées, regard fixé sur la porte. Quelques secondes plus tard, la clochette tinta. Un homme entra. Grand, mince, vêtu sobrement, une sacoche en cuir à la main. Il portait les traits fatigués de ceux qui ont trop vécu, mais dans ses yeux brillait une lueur vive. « Bonjour », dit-il simplement. « Je m'appelle Yann Muller. Je travaille pour le ministère des Anciens Combattants. J'aimerais vous parler si vous avez un moment. » Camille l'invita à s'asseoir. Elle servit de café, s'installa en face de lui. Max levait à ses pieds. Yann ne perdit pas de temps. « On a beaucoup entendu parler de votre histoire, Mademoiselle Plume de Feu. Résistance face à un projet destructeur, rassemblement communautaire, soutien aux anciens soldats, et surtout, ce lien unique entre mémoire autochtone et mémoire militaire. » Il sortit de sa sacoche un dossier épais. Le ministère envisage de créer un programme pilote. Des lieux de répit pour les anciens combattants et leurs familles. Des espaces ancrés dans les communautés, pas dans des centres anonymes. Des endroits comme ici. Camille le regarda, intrigué. « Vous voulez répliquer le modèle du Rocher-Aigle ? Pas le répliquer, le faire vivre ailleurs, inspiré de ce que vous avez construit. Mais avec votre collaboration, votre vision. » Camille resta silencieuse. Puis elle posa une question simple. « Pourquoi maintenant ?» Yann sourit tristement. « Parce qu'on a trop attendu, parce qu'on a laissé trop de gens s'effondrer dans le silence, parce que ce que vous avez fait ici, sans subvention, sans autorisation, sans communication, vous l'avez fait avec le cœur. Et ça, on ne peut pas le décréter par décret. Il faut l'écouter et le suivre. » Ils parlèrent pendant plus de 2 heures. Camille partagea son expérience, ses doutes, les nuits où elle pensait tout abandonner, les visages qu'elle n'oublierait jamais. Elle parla de Daryl, de James, de Max, de ceux qui étaient partis et de ceux qui étaient restés. À la fin, Yann lui tendit un papier. « Ce n'est qu'un projet, mais on aimerait que vous soyez la première à le signer. La première à porter cette voix. » Camille hésita, puis elle signa. Les semaines suivantes furent remplies de réunions, de courriels, de visites. Une petite équipe se forma autour d'elle. Élise, évidemment, mais aussi Linda, Marcus, Thomas et même Lionel Dupré, l'ancien shérif qui offrait désormais son aide d'une manière humble, discrète, mais constante. L'idée, ouvrir 3 autres lieux pilotes à travers la région. Des anciens postes de douane, des gares désaffectées, des anciennes casernes, tous transformés en lieux de mémoire et d'accueil, et chaque projet porterait le nom d'un ancien disparu dans l'oubli.
Le tout premier s'appellerait le refuge Jérôme Mazan. Le jour de l'inauguration, Camille se rendit sur place avec Max. Le bâtiment avait été nettoyé, rénové, peint. Mais ce n'étaient pas les murs qui touchaient le plus. C'étaient les lettres accrochées, les photos, les récits. Une femme pleura en découvrant le visage de son oncle sur un panneau. Un adolescent resta figé devant un enregistrement sonore où un ancien parlait de la solitude après le retour du front. Camille comprit alors que ce qu'il construisait allait bien au-delà d'un café ou d'un centre. Il construisait un réseau invisible, un fil tissé entre les générations, un refuge pour ceux que la société avait oubliés. Pendant le discours de clôture, Marcus s'avança, son éternel gilet noir sur les épaules. Il prit la parole d'une voix lente, posée. Ce que Camille a prouvé, c'est qu'on peut réparer sans reconstruire tout, qu'on peut tenir debout même quand tout vacille. Et surtout, qu'on peut rassembler. Parce que le vrai courage, ce n'est pas de crier plus fort, c'est de rester quand tout le monde part. C'est de tendre la main même à ceux qui ne savent plus comment la saisir. Un tonnerre d'applaudissements suivit. Ce soir-là, de retour à Belle-Roche, Camille trouva une lettre glissée sous la porte du café. Une écriture fine, droite, aucune signature, mais elle reconnut le style. « Je n'étais pas prêt, pas à cette époque, mais tu l'étais. Et tu l'as prouvé. Tu n'as pas seulement sauvé ce lieu, tu nous as rappelés à la vie. Merci. » Des doubles quotes. Elle la rangea avec les autres dans la boîte en bois sculptée que Joseph lui avait donnée pour ses 21 ans. Une boîte qui contenait désormais des dizaines de lettres, de souvenirs, de petits morceaux d'histoire que personne d'autre n'aurait pu relier, sauf elle. Cette nuit-là, en fermant les yeux, Camille sentit le vent du désert frôler les vitres. Max respirait profondément à ses pieds, et dans son rêve, elle vit l'aigle, toujours en vol, jamais seul. L'été suivant, la chaleur s'abattit sur Belle-Roche comme une chape de plomb. Le bitume fondait par endroits, et les lézards se faufilaient à l'ombre des rochers brûlants. Au café du Rocher-Aigle, les ventilateurs tournaient lentement au plafond, brassant l'air sec saturé de poussière et de souvenirs. Pourtant, malgré cette torpeur accablante, la salle ne désemplissait pas. Des anciens, des familles, des voyageurs, tous continuaient d'affluer. Ce n'était plus un simple café, c'était un sanctuaire. Camille, elle, avançait avec un calme nouveau. Elle avait appris à écouter son corps, à respecter ses limites. Les jours où la douleur devenait trop intense, elle laissait Élise prendre le relais, pendant que Max veillait sur elle avec l'attention d'un soldat en mission. Mais son esprit, lui, ne ralentissait jamais. Elle préparait un projet encore plus vaste. Un livre, pas un roman, un témoignage collectif. Elle le voulait brut, réel, enraciné. Chaque chapitre porterait un nom, un fragment de voix, une photographie, un souvenir. Des voix anonymes, souvent oubliées, qui, ensemble, tisseraient le portrait d'une résistance douce, obstinée. Le titre s'imposa à elle une nuit d'insomnie, Ceux qui tiennent. Un après-midi, alors qu'elle triait des photos en noir et blanc avec Élise, Max bondit d'un coup, aboyant vers la porte. La clochette tinta. Daryl entra. Cela faisait plusieurs semaines qu'elle ne l'avait pas vu. Il semblait amaigri, mais son regard était plus clair, comme apaisé. Il s'assit sans un mot, les mains croisées sur la table. « Je pars », dit-il simplement. Camille sentit son cœur se serrer. « Où ? Pas loin, juste d'ailleurs. J'ai été invité à parler dans un centre pour anciens combattants, à Montclair. Ils veulent ça que je reste quelques mois, peut-être plus. » Elle hocha la tête. Pas de mots inutiles. Elle comprenait. Il avait fait sa part, il avait protégé, réparé. Maintenant, c'était à lui de se reconstruire. « Tu reviendras ?» Il sourit, triste et tendre à la fois. « Toujours. Tu sais bien que ce lieu, c'est tout ce qu'il me reste. » Ils restèrent là, en silence, comme deux pierres posées sur la même rive. Max se coucha entre eux, paisible. Quand Daryl se leva, il glissa une petite boîte en bois dans la main de Camille. « J'ai gardé ça depuis l'armée. Des lettres de James, des choses que je n'ai jamais osé lire. C'est pour toi maintenant. » Elle voulut protester, mais il la coupa. « C'est à toi qu'il écrivait, même s'il ne le savait pas encore. » Puis il partit. Et cette fois, elle ne le retint pas. La nuit suivante, Camille ouvrit la boîte. Les lettres étaient soigneusement pliées, certaines tachées par le temps. Elle en lut une, puis une autre. Dans chacune d'elles, la voix de son père résonnait. Il y parlait de rêves, de doutes, de ce qu'il voulait construire à son retour, d'un café, d'un cercle de paix, de sa fille, à venir. Elle pleura en silence. Max blottit contre elle, et lorsqu'elle referma la boîte, elle sut que ce livre qu'elle t'écrivait aurait un dernier chapitre, celui de James.
celui de la promesse tenue. Quelques semaines plus tard, une cérémonie fut organisée devant le café. Pas une grande fête, non, un cercle restreint, des anciens, des enfants, des musiciens locaux. Camille lut quelques pages de son livre, puis Joseph prit la parole. Sa voix tremblait, mais portait encore cette gravité ancestrale. Quand ma petite fille est née, j'ai vu dans ses yeux la continuité de ceux qui nous ont précédés. Et quand elle a tenu tête à la destruction, j'ai compris qu'elle n'était pas seule, que nos ancêtres étaient là, debout, derrière elle, comme ils sont là, aujourd'hui, autour de vous tous. Il leva une main vers le ciel. Le rocher Aigle n'est pas qu'un café, c'est un tambour qui bat encore. Et tant que ce tambour battra, aucun bulldozer, aucune loi, aucun oubli ne pourra effacer ce que nous sommes. Les applaudissements furent sobres, mais profonds. La foule forma alors un grand cercle, main dans la main. Et au centre, Camille, entourée d'Élise, de Max, de Linda, de Thomas, de Lionel, de tous ceux qui avaient choisi de rester. Le soleil se couchait derrière les montagnes, projetant une lumière dorée sur la façade rénovée du café. Un enfant leva les yeux vers la fresque et murmura « C'est lui, l'aigle, celui du nom ?» Camille se pencha et répondit doucement « Non, c'est toi, l'aigle. C'est chacun de nous quand on décide de ne pas céder à la peur, quand on protège ceux qu'on aime, quand on veille sur ce qui compte vraiment. » La nuit tomba sur Belle-Roche, doucement. Et dans l'obscurité, le tambour invisible du rocher Aigle continua de battre. 1 an après le départ de Daryl, l'air à Belle-Roche avait changé. Non pas le vent, toujours sec et chargé de sable, ni le soleil, toujours implacable. Mais l'atmosphère, quelque chose de plus profond, plus serein. Le passé n'était plus une plaie ouverte, il était devenu fondation, ancré, intégré. Sur les murs du café du Rocher Aigle, de nouvelles photos étaient venues rejoindre les anciennes. Des portraits d'enfants jouant près du vieux cercle de pierre, des groupes intergénérationnels en pleine discussion, des vétérans qui souriaient à nouveau. Camille, elle, continuait de marcher chaque jour sur ce même carrelage un peu usé, de servir les mêmes recettes, de caresser distraitement Max du bout des doigts pendant qu'il dormait près de la porte. Mais à l'intérieur, elle avait changé. Plus de peur, plus de solitude. Elle n'était plus la fille qui se battait contre le silence, contre l'abandon. Elle était devenue la gardienne du feu, la voix qui relie, celle qui veille. Le livre, Ceux qui tiennent, était désormais terminé, publié, distribué gratuitement dans les bibliothèques, les centres pour vétérans, les collèges. Chaque exemplaire portait une dédicace simple à ceux qui ont été oubliés mais jamais effacés. Les retours avaient été bouleversants, des lettres de toutes les régions du pays, des confessions, des remerciements, des souvenirs réveillés. Et parmi elles, une lettre au papier jauni, venue d'un certain Clément, ancien infirmier militaire de 84 ans, qui écrivait « Je pensais que tout ce que j'avais vécu allait mourir avec moi. Puis j'ai lu votre livre, et j'ai pleuré pour la première fois depuis 1969. » Camille encadra cette lettre et la plaça dans la vitrine centrale du musée du café, à côté des médailles de son père, à côté de la boîte de Daryl. Et ce matin-là, en regardant ce mur de mémoire, elle sentit son cœur battre fort. Pas de fatigue, pas de douleur, juste la certitude tranquille d'avoir accompli ce qu'il fallait. Au fond de la salle, Max releva la tête. La clochette sonna et Daryl réapparut. Ses cheveux avaient blanchi, son regard portait encore quelques ombres. Mais son sourire, lui, était plus vrai que jamais. Camille ne dit rien. Elle se contenta d'ouvrir les bras. Il s'y blottit, sans un mot. Max bondit, tourna en rond, aboya une fois, puis posa sa tête contre sa jambe, comme il l'avait fait le tout premier jour. « J'ai lu ton livre, dit Daryl. Il est magnifique. James aurait été fier. » Camille hocha la tête, un sourire tremblant au coin des lèvres. « Tu sais, parfois, je crois qu'il est encore là. Juste là, dans les rires des enfants, dans le parfum du café chaud, dans la lumière du matin sur la pierre du cercle. » Ils restèrent là, un moment, à regarder le jour se lever sur Belle-Roche. Puis Daryl sortit un objet de sa poche, une médaille, abîmée mais intacte. Elle lui appartenait. Je voulais que tu l'aies, maintenant que tout est à sa place. Camille la prit dans ses mains. Le métal était tiède, vivant. « Merci », murmura-t-elle. Ce soir-là, un feu fut allumé derrière le café. Un cercle se forme naturellement. Pas de cérémonie officielle, juste des chants, des anecdotes, des silences partagés. Camille prit la parole une dernière fois. « Il y a 1 an, on m'a dit que ce lieu tomberait, que je n'étais pas assez forte, que je n'étais pas ce qu'on attendait d'une gardienne. Aujourd'hui, je vous dis ceci, ce café n'a jamais tenu à une seule personne. Il tient grâce à vous, grâce à nous,
Grâce à ceux qui sont venus avant et à ceux qui viendront, elle leva sa tasse. Tous l'imitèrent, à ce que nous avons sauvé et à ce que nous continuerons de protéger. Les flammes dansaient dans la nuit, et quelque part, mais très loin, dans les replis du ciel étoilé du désert, un aigle plana lentement au-dessus de belles roches, invisibles. Mais bien là, je vous remercie d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Elle parle de courage, de mémoire, de communauté. Elle nous rappelle que parfois, les plus grandes batailles ne sont pas livrées sur des champs de guerre, mais dans de petits cafés oubliés. Dans les choix que l'on fait quand personne ne regarde, dans les silences que l'on brise, pour que d'autres puissent se souvenir. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires, ainsi que la ville depuis laquelle vous regardez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.